Le millionnaire s'est moqué de la serveuse en disant « Tu ne sais même pas servir une table, incompétente ». Mais quand elle a commencé à parler 5 langues, il est tombé à genoux. Le tintement cristallin des verres de baccarat résonnait dans la salle du restaurant Le Cygne Doré, l'un des établissements les plus prestigieux de Lyon. Les nappes immaculées reflétaient l'éclat doré des chandeliers, et l'arôme subtil des truffes du Périgord flottait dans l'air comme une promesse de luxe. Dans ce temple de la gastronomie française, chaque détail respirait l'élégance et l'exclusivité. Lucie Fontaine-Leblanc glissait entre les tables avec une grâce naturelle qui contrastait étrangement avec son uniforme noir simple. À 28 ans, elle portait ses cheveux châtains tirés en chignon strict, mais quelques mèches rebelles encadraient délicatement son visage aux traits fins. Ses mains, légèrement calleuses par 2 années de labeur, manipulaient les assiettes de porcelaine comme si elles étaient des œuvres d'art. Personne ne pouvait deviner qu'elles avaient autrefois porté des bagues serties de diamants. « Table sept, le saumon fumé d'Écosse », murmura-t-elle en français, avant d'ajouter en anglais parfait pour les clients britanniques « Your Scottish salmon as you requested ». Les invités échangèrent des regards surpris, une simple serveuse qui parlait anglais avec un accent oxfordien, dans ce milieu où les apparences comptaient plus que tout. Lucie était devenue maîtresse dans l'art de passer inaperçue, tout en excellant dans l'ombre. Le chef, Monsieur Dubois, l'observait depuis la cuisine avec un mélange d'admiration et de curiosité. En 2 ans, jamais elle n'avait commis la moindre erreur. Jamais elle n'avait perdu son calme face aux clients les plus arrogants. Elle était un mystère ambulant dans ce monde où les secrets se murmuraient entre 2 services. Lucie, table 15, réclame des explications sur le vin, lança Marie, une collègue plus jeune qui peinait encore à mémoriser la carte des vins, sans hésiter. Lucie se dirigea vers la table où un couple d'Allemands semblait perplexe devant la carte des vins. En allemand fluide, elle expliqua les nuances du Châteauneuf-du-Pape 2015, ses notes de fruits rouges et son potentiel de garde. Les clients, ébahis, commandèrent immédiatement la bouteille la plus chère de la cave. « Comment fait-elle ça ?» chuchota Marie à l'oreille de Pierre. Le sommelier, celui-ci haussa les épaules. « Aucune idée, mais elle connaît les vins mieux que moi. Et je ne vous raconte pas ses connaissances en hôtellerie. L'autre jour, elle a corrigé un critique gastronomique sur l'histoire du restaurant. Ce que ses collègues ignoraient, c'est que chaque soir, après avoir couché sa fille Clara, Lucie replongeait dans ses livres d'œnologie et d'administration hôtelière. Les diplômes obtenus grâce à des bourses d'études trônaient discrètement dans sa chambre, témoin silencieux d'une détermination farouche, 7 langues maîtrisées, un master en gestion hôtelière et des connaissances encyclopédiques sur l'art de vivre à la française, tout cela caché derrière l'uniforme d'une simple employée. Il était 22 heures quand Lucie quitta enfin le restaurant. Les rues de Lyon brillaient sous la pluie fine d'octobre, et elle remonta le col de son manteau usé en pressant le pas. Dans 20 minutes, elle retrouverait Clara chez Madame Rousseau, la voisine qui gardait sa fille chaque soir. L'appartement de 2 pièces dans le 5e arrondissement était modeste, mais impeccablement tenu. Les murs étaient ornés de dessins de Clara, des princesses aux robes colorées, des châteaux de contes de fées, et parfois, des dessins plus mélancoliques représentant Papa au ciel. Ces œuvres d'enfants étaient les seuls luxes que Lucie s'autorisait. « Maman !» Clara se précipita dans ses bras dès qu'elle franchit le seuil. À 6 ans, elle avait hérité des yeux noisettes de sa mère et de la fossette au menton des maçons, un détail que Lucie préférait oublier. « Comment s'est passée ta journée, ma puce ?» Lucie caressa tendrement les cheveux bouclés de sa fille, en respirant son parfum d'enfance. Mélange de shampoing à la fraise et de crayons de couleur, j'ai appris une nouvelle chanson à l'école. Et Madame Rousseau m'a montré des photos de quand elle était jeune. Elle était très belle, comme toi. Lucie sourit, mais son cœur se serra. Clara ne saurait jamais qu'elle aussi avait grandi dans l'opulence. Entourée de gouvernantes et de précepteurs, elle ne connaîtrait jamais les robes de soirée, les bals de charité, ni les vacances dans la propriété familiale en Provence. Tout cela appartenait à une autre vie, à une autre Lucie. Après avoir bordé Clara et lui avoir lu une histoire, Lucie s'installa à la petite table de la cuisine avec une tasse de thé. Devant elle s'étalaient des documents soigneusement classés dans un dossier rouge. Photos, articles de journaux, rapports d'enquête privés. Au centre, une photo de Théo Masson la regardait avec ce sourire tendre qu'elle avait tant aimé. « Bientôt, mon amour », murmura-t-elle en effleurant la photo. « Bientôt, la vérité éclatera. 6 ans.
6 longues années depuis cette nuit tragique où sa vie avait basculé, 6 ans qu'elle préparait minutieusement sa revanche, collectant chaque indice, analysant chaque détail de l'accident qui avait coûté la vie à l'homme qu'elle aimait. L'enquête officielle avait conclu à une défaillance mécanique. Mais Lucie savait que quelqu'un avait voulu la mort de Théo. Son téléphone vibra. Un message de Jeanne, son père. « Je pense à toi et à ma petite fille chaque jour, si tu changes d'avis. » Elle effaça le message sans le lire entièrement. Trop tard pour les regrets, Jean Fontaine-Leblanc avait fait son choix le jour où il l'avait jetée à la rue. Enceinte et en deuil, aujourd'hui, c'était à son tour de jouer. Dans quelques heures, elle retournerait au Cygne doré, jouerait son rôle de serveuse invisible et continuerait à épier les conversations des élites lyonnaises, car elle savait que tôt ou tard, les maçons viendraient dîner dans ce restaurant. Et quand ce jour arriverait, elle serait prête. En rangeant les documents, Lucie aperçut son reflet dans la fenêtre. La jeune héritière insouciante avait disparu, remplacée par une femme endurcie par les épreuves, mais dont les yeux brillaient encore d'une détermination farouche. « Pour toi, Théo », chuchota-t-elle dans le silence de la nuit. « Et pour Clara, je leur ferai payer. » Le réveil indiquait minuit passé. Demain serait un jour comme les autres, en apparence. Mais Lucie Fontaine-Leblanc savait que le destin se tissait dans les détails et que sa patience serait bientôt récompensée. Le mercredi soir suivant, le Cygne doré vibrait d'une effervescence particulière. Monsieur Dubois avait mobilisé toute son équipe pour accueillir un dîner d'affaires de la plus haute importance. Des investisseurs internationaux, accompagnés de l'un des magnates de l'hôtellerie française, avaient réservé le salon privé pour négocier un contrat de plusieurs millions d'euros. « Lucie, vous vous occuperez du salon privé ce soir », annonça le maître d'hôtel, visiblement nerveux. « Ses clients sont particulièrement exigeants. » Elle acquiesça d'un hochement de tête, ajustant machinalement son tablier. Depuis 2 ans, elle avait appris à reconnaître ce type de clientèle. Des hommes en costume sur mesure qui traitèrent le personnel comme des meubles, persuadés que l'argent leur donnait tous les droits. Mais ce soir-là, quelque chose dans l'air lui semblait différent. À 19h précises, 3 hommes en costume Armani franchirent les portes du restaurant. Le premier, la cinquantaine distinguée, portait des lunettes en écaille et parlait anglais avec un accent britannique prononcé. Le second, plus jeune, pianotait nerveusement sur son téléphone, en marmonnant en allemand, mais c'est le troisième homme qui capta immédiatement l'attention de Lucie, grand, les cheveux bruns légèrement grisonnants sur les tempes. Il dégageait une autorité naturelle qui faisait se retourner les têtes sur son passage. Son regard d'acier balayait la salle avec l'assurance de quelqu'un habitué à dominer. Luc Masson, 35 ans, président du groupe hôtelier Masson et frère de l'homme qu'elle avait aimé. Le cœur de Lucie s'emballa. Mais elle garda un visage impassible. Enfin, après 2 années d'attente, le destin plaçait sa cible à portée de main. « Bonsoir, messieurs », dit-elle en français avant de passer à l'anglais. « Good evening. Welcome to le Cygne doré. If you would follow me to your private dining room. » Luc Masson leva brièvement les yeux vers elle. Son regard la traversant comme si elle était transparente. Pour lui, elle n'était qu'une employée de plus, un élément du décor sans importance. Cette indifférence la blessa plus qu'elle ne l'avait anticipé. Le salon privé, tendu de soie dorée et éclairé par un lustre de cristal, offrait une intimité parfaite pour les négociations délicates. Lucie disposa les couverts en argent massif avec une précision chirurgicale, l'oreille tendue vers leur conversation. « Les marchés asiatiques nous offrent des opportunités extraordinaires », expliquait l'investisseur britannique, M. Whitmore. « Mais nous avons besoin d'un partenaire français solide, Monsieur Masson. » Intervint l'Allemand, Herr Schneider. « Vos hôtels ont une réputation exceptionnelle en Europe. Cette expansion pourrait tripler votre chiffre d'affaires. » Luc se pencha sur les documents étalés devant lui, son front plissé par la concentration. « Les projections sont impressionnantes, mais j'aimerais examiner les clauses de garantie plus attentivement. » Lucie s'approcha discrètement avec le vin sélectionné pour l'apéritif. Un champagne d'homme Pérignon millésimé, c'était maintenant ou jamais. D'un geste calculé mais habilement déguisé en maladresse, elle heurta légèrement le bras de Luc au moment où elle servait le vin. Quelques gouttes éclaboussèrent les documents. « Bon sang !» explosa Luc en bondissant de sa chaise. « Vous ne pouvez pas faire attention. » Le silence s'abattit sur la pièce. Les 2 investisseurs échangèrent des regards gênés tandis que Lucie s'empressait d'éponger les dégâts avec sa serviette.
Je suis désolée, monsieur, murmura-t-elle en gardant les yeux baissés. Désolée. Luc la foudroya du regard. Vous venez de ruiner des documents confidentiels. Vous mal savez servir une table. Votre incompétente. Des gens comme vous ne sortiront jamais de la médiocrité. L'humiliation publique, exactement ce qu'elle avait escompté. Lucie redressa lentement la tête, et son regard croisa celui de Luc. Dans ses yeux noisettes, brillait une lueur qu'il ne sut interpréter. « Messieurs », dit-elle alors d'une voix parfaitement calme, s'adressant aux investisseurs en anglais oxfordien impeccable, « I notice there's an error in clause 47 of your contract. The tax implications mentioned don't align with current French legislation. » Whitmore fronça les sourcils. « I beg your pardon », Lucy continua, imperturbable. The property acquisition tax rate you've calculated is outdated. Since January 2023, it's been reduced to 3,8% for international investors in tourism infrastructure. Elle se tourna vers Schneider et poursuivit en allemand. Außerdem, Herr Schneider, die Betriebskosten für asiatische Märkte sind 15% unterschätzt. Die Personalkosten in Singapur und Hongkong sind deutlich höher als hier angegeben. Les deux hommes se penchèrent fébrilement sur leurs documents, vérifiant ces affirmations. Luc, bouche bée, regardait cette serveuse qui venait de corriger leurs experts comptables en 3 langues. « Elle a raison », murmura Whitmore, ébahi. « Comment diable ?» Lucie enchaîna en italien, s'adressant à personne en particulier. « Il mercato alberghiero di lusso richiede una comprensione profonda delle culture locali. I vostri piani di marketing non tengono conto delle specificità regionali, puis en mandarin. » Avec un sourire énigmatique, 高端酒店市场需要对当地文化的深度理解。你们的营销计划没有考虑到地区特色。Et enfin, en français, elle conclut. Monsieur Masson, les gens comme moi en savent bien plus que vous ne l'imaginez. Il vaut peut-être mieux ne pas juger un livre à sa couverture. Un silence pesant s'installa. Les investisseurs regardaient Lucie avec une fascination non dissimulée, tandis que Luc semblait pétrifié par ce qu'il venait d'entendre. « Mademoiselle, » balbutia Whitmore, « où avez-vous appris tout cela ?»« Les livres, monsieur, et l'université, un master en gestion hôtelière internationale, spécialisation en développement des marchés émergents. » Elle marqua une pause. Obtenu summa cum laude à Sciences Po, Schneider se leva, impressionné. « Vous devriez travailler pour nous. Votre expertise vaut bien plus que mon travail de serveuse. » Lucie sourit. « Monsieur, chaque métier a sa dignité. J'ai choisi de travailler ici pour des raisons personnelles. » Elle ramassa délicatement les documents tachés. « Je vais vous apporter des copies propres de vos contrats, et si vous le permettez, je peux vous indiquer 3 modifications qui vous feront économiser environ 2 millions d'euros sur cette transaction. » Les investisseurs échangèrent des regards stupéfaits. Luc, lui, n'arrivait pas à détacher ses yeux de cette femme qui venait de pulvériser tous ses préjugés en quelques minutes. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il enfin, sa voix ayant perdu toute trace d'arrogance. « Lucie » répondit-elle simplement. « Et vous, vous êtes Luc Masson, n'est-ce pas ? Votre réputation vous précède. » Il hocha la tête, encore sous le choc. « Je vous dois des excuses. Mon comportement était inexcusable. » « N'y pensez plus. » dit-elle avec une élégance naturelle qui contrastait étrangement avec son uniforme. « Nous jugeons tous trop vite parfois. » Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. « Ah, et pour le château d'Yquem que vous avez commandé avec le dessert. Je vous conseille plutôt le château de Fargues 2009. Il s'accordera parfaitement avec la tarte tatin du chef. Et il coûte moitié moins cher. » La porte se referma derrière elle, laissant 3 hommes d'affaires abasourdis dans son sillage. « Bon Dieu !» murmura Whitmore. « Qui est cette femme ?» Luc fixait la porte, l'esprit en ébullition. En 15 minutes, cette mystérieuse serveuse avait bouleversé sa conception du monde et, sans qu'il s'en rende compte, avait planté les premières graines d'une obsession qui allait bientôt consumer ses pensées. Dans les cuisines, Lucie s'appuyait contre le mur, le cœur battant. La première phase de son plan venait de s'achever avec un succès inespéré. Luc Masson ne l'oublierait pas de sitôt. Cette nuit-là, Lucie ne trouva pas le sommeil. Allongée dans son lit étroit, elle fixait le plafond fissuré de son appartement, revivant chaque seconde de sa confrontation avec Luc Masson, l'arrogance dans son regard, puis la stupéfaction et enfin quelque chose d'autre.
Une curiosité qui pourrait bien servir ses dessins. À 3 heures du matin, elle abandonna l'idée de dormir et se leva sans bruit pour ne pas réveiller Clara dans la pénombre de la cuisine. Elle sortit une boîte en métal cachée derrière les conserves. Ses trésors les plus précieux y étaient soigneusement rangés. Des photos jaunies, des lettres d'amour, et le collier en or que Théo lui avait offert pour ses 22 ans. La première photo la transporta instantanément 6 ans en arrière. Théo et elle sur la terrasse de la villa familiale des Fontaines-le-Blanc en Provence, leur visage radieux de bonheur insouciant. Elle portait une robe Chanel blanche, lui un polo Ralph Lauren, 2 enfants gâtés qui croyaient que l'amour suffisait à surmonter tous les obstacles. Comme nous étions naïfs, murmura-t-elle en caressant le visage de Théo sur la photo. Septembre 2018, Université de Lyon. Lucie se souvenait parfaitement de leur première rencontre. Elle étudiait l'histoire de l'art, lui, l'architecture. Leur famille se détestait depuis des générations, mais aucun d'eux ne s'en souciait à l'époque. Théo avait 25 ans, 3 de plus qu'elle, et possédait cette douceur rare chez les hommes de leur milieu, contrairement à son frère aîné Luc, déjà dur et calculateur. Théo avait gardé une sensibilité d'artiste. « Tu sais ce qui me plaît chez toi », lui avait-il dit lors de leur 3e rendez-vous, dans un petit café du Vieux-Lyon. « Tu es la seule fille de notre monde qui ne calcule pas constamment son intérêt. » Quelle ironie du sort. Aujourd'hui, elle était devenue exactement ce qu'il avait aimé chez elle. Elle ne l'était plus. Leurs 8 mois de bonheur clandestin avaient été les plus beaux de sa vie. Ils se retrouvaient en secret dans un petit appartement que Théo louait sous un faux nom. Loin des regards indiscrets de leurs familles respectives, il lui parlait de ses rêves d'architecte, de sa passion pour les bâtiments écologiques, si éloignée des préoccupations mercantiles de Pascal. Elle lui confessait ses doutes sur l'empire immobilier de son père, son envie secrète de travailler dans l'humanitaire. Un jour, lui avait promis Théo en la serrant dans ses bras. « Nous partirons loin d'ici, nous construirons notre propre bonheur, sans l'argent de nos familles. » Le destin en avait décidé autrement. Mars 2019, la découverte. Lucie se rappelait chaque détail de cette matinée fatidique. Les nausées matinales, le retard de ses règles, puis le test de grossesse qui avait tout changé, 2 petites barres roses qui avaient scellé leur destin, un bébé. Théo avait d'abord semblé abasourdi, puis son visage s'était illuminé. « Mon Dieu, Lucie, c'est merveilleux, nous allons être parents. » Il l'avait fait tournoyer dans leurs bras, couvrant son visage de baisers. Dans cette euphorie, ils avaient pris la décision qui leur coûterait tout. Affronter leur famille, révéler leur amour au grand jour. « Je vais demander ta main officiellement », avait déclaré Théo avec cette détermination qui lui ressemblait si peu. Nos pères devront bien accepter la réalité, le 15 mars 2019. Cette date était gravée au fer rouge dans la mémoire de Lucie. Théo avait rendez-vous avec Pascal à 19h pour lui annoncer leur relation et sa grossesse. Ensuite, ils iraient ensemble chez Jean Fontaine-le-Blanc pour affronter sa colère. Tout va bien se passer, l'avait rassuré Théo au téléphone vers 18h. Mon père est en rage, mais il finira par comprendre. Je t'aime, Lucie. Dans quelques heures, nous serons libres. Ces mots avaient été les derniers qu'elle avait entendus de sa voix. L'accident. 20h30. Le téléphone de Lucie avait sonné. Un numéro inconnu. Une voix d'homme brisée par l'émotion. Mademoiselle Fontaine-le-Blanc. Commissaire Moreau. Police de Lyon. Il s'agit de monsieur Théo Masson. Il y a eu un accident. Le monde s'était écroulé. Sortie de route sur l'autoroute A6. Collision avec un camion-citerne. Théo était mort sur le coup. Les freins de sa BMW avaient un lâché dans une descente. Une défaillance mécanique, avait conclu l'enquête officielle. Ces voitures allemandes, parfois ça arrive, avait grommelé l'expert automobile. Mais Lucie savait. Elle avait vu Pascal Masson aux obsèques, ses yeux secs, son soulagement mal dissimulé. Elle avait entendu Jean murmurer au téléphone. « Le problème est réglé. Cette liaison de malheur n'aura pas lieu. L'exil. » La confrontation avec son père avait eu lieu le lendemain de l'enterrement. Jean Fontaine-le-Blanc, fou de rage en apprenant sa grossesse, avait craché son venin. « Tu portes l'enfant de l'ennemi. Tu as déshonoré notre famille. Si tu gardes ce bâtard, tu n'es plus ma fille. Papa, c'est votre petite fille. Jamais. Pas une goutte de sang maçon ne coulera dans mes veines, avorte ou disparaît de ma vue. » Lucie avait choisi l'exil. Avec les quelques bijoux qu'elle avait pu vendre discrètement, elle avait quitté la propriété familiale pour ne plus jamais y remettre les pieds. Les années d'errance.
Les 4 premières années avaient été un cauchemar. Enceinte et sans ressources, elle avait vécu dans un studio miteux de banlieue, survivant grâce aux allocations et aux petits boulots. Clara était née un soir de décembre, sous la neige, dans un hôpital public où personne ne connaissait son nom. « Bonjour, ma princesse », avait-elle murmuré en tenant pour la première fois sa fille dans ses bras. « Je te promets que nous nous en sortirons. » Et elle avait tenu parole. Études de nuit, biberon entre 2 cours, examen passé avec Clara qui dormait sur ses genoux dans les couloirs de l'université. Chaque diplôme obtenu était une victoire arrachée à l'adversité, la découverte de la vérité. Il y avait 2 ans, épuisée par ses soupçons, Lucie avait engagé un détective privé avec ses dernières économies. Pierre Roussel, ancien flic reconverti, avait accepté de rouvrir officieusement le dossier. « Madame », lui avait-il dit 6 mois plus tard, « votre intuition était juste, les freins de la BMW ont bien été sabotés. Regardez ces photos des pièces avant l'accident. Les clichés montraient clairement les traces de sabotage. Quelqu'un avait voulu la mort de Théo. Mais ce n'est pas tout, avait continué Roussel. J'ai creusé plus loin, votre mère aussi. » Lucie avait failli s'évanouir. Sa mère, morte quand elle avait 16 ans dans un accident de voiture. Les mêmes méthodes, le même mobile, empêcher un rapprochement entre les 2 familles. Pascal Masson est un tueur, avait-elle murmuré, la vérité lui apparaissant enfin dans toute son horreur. Le plan, c'est cette nuit-là qu'était né son plan de vengeance. 2 années de préparation minutieuse, d'infiltration progressive dans le milieu huppé lyonnais. Le poste au signe doré n'était pas un hasard. Elle savait que les maçons y venaient régulièrement. Maintenant, face à ces photos qui avaient jauni, Lucie sentait le poids de sa mission. Clara dormait paisiblement dans la chambre à côté, ignorant tout du drame qui avait marqué sa naissance. « Justice sera rendue », murmura Lucie en embrassant la photo de Théo. « Pour toi, pour maman et pour notre fille. » L'aube pointait à l'horizon. Dans quelques heures, elle retournerait au restaurant, jouerait son rôle de serveuse modèle, mais désormais, elle savait que Luc Masson ne pourrait plus l'oublier. La partie d'échecs venait de commencer. Les jours suivant la rencontre au restaurant, Lucie remarqua un changement subtil dans l'atmosphère du Cygne doré. Le personnel chuchotait dans les couloirs, et M. Dubois arborait un sourire satisfait qui ne le quittait plus. La raison devint évidente le jeudi soir. « Lucie !» l'interpella le maître d'hôtel avec un air conspiratrice. « Vous avez fait sensation l'autre soir. Monsieur Masson a appelé personnellement pour réserver une table. Il a spécifiquement demandé que vous le serviez. » Le cœur de Lucie bondit, mais elle garda un visage impassible. « Très bien, monsieur Bertrand. À quelle heure ? 20 heures, table 12, près de la fenêtre. Il vient seul. Parfait, pensa-t-elle. La première phase de son plan fonctionnait au-delà de ses espérances. Luc Masson était tombé dans le piège de sa propre curiosité. Ce soir-là, elle apporta un soin particulier à sa présentation. Cheveux tirés en chignon lâche cette fois, laissant échapper quelques mèches qui adoucissaient ses traits. Un soupçon de gloss transparent, juste assez pour faire briller ses lèvres sans paraître déplacée. Elle voulait être mémorable sans franchir la ligne de la séduction vulgaire, à 20 heures précises. Luc Masson franchit les portes du restaurant. Il portait un costume bleu marine impeccablement coupé et une chemise blanche ouverte au col. Ses cheveux étaient plus décoiffés que lors de leur première rencontre, comme s'il avait passé la main dedans par nervosité. « Bonsoir, monsieur Masson », dit Lucie en s'approchant de sa table. « Heureux de vous revoir. »« Bonsoir, Lucie. » Il prononça son prénom comme s'il le goûtait. « J'espérais vous croiser à nouveau. »« Vraiment. » Elle inclina légèrement la tête, un sourire énigmatique aux lèvres. Et pourquoi donc, Luc sembla chercher ses mots, lui qui avait l'habitude de dominer toutes les conversations. « Votre intervention l'autre soir m'a beaucoup impressionné. Ces investisseurs n'arrêtent pas de parler de vous. J'espère qu'ils ont suivi mes conseils concernant leur contrat. Ils ont économisé exactement 2 300 000 € grâce à vos modifications. » Il la regarda intensément. Comment une femme comme vous en sait-elle autant sur ces questions ? Lucie servit l'eau avec une grâce étudiée. Une femme comme moi. Que voulez-vous dire exactement ? Luc rougit légèrement. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Excusez-moi. Je semble avoir perdu mes manières depuis notre première rencontre. Au contraire, répondit-elle en posant le menu devant lui. Vous me semblez beaucoup plus humain ce soir. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée d'autres clients, mais Lucie sentait le regard de Luc la suivre à travers la salle. «
Chaque fois qu'elle passait près de sa table, il trouvait un prétexte pour lui parler. Une question sur le vin. Un compliment sur le service, une remarque anodine qui prolongeait leur échange. « Vous avez des enfants ?» demanda-t-il soudain, alors qu'elle lui servait le dessert. La question l'a pris au dépourvu. Pourquoi cette question ? Simple curiosité. Vous avez cette patience naturelle, cette bienveillance qu'ont souvent les mères. Lucie sentit son cœur se serrer. Oui, j'ai une fille, Clara. Elle a 6 ans. Son père. Il n'est plus là. Elle ne mentait pas, techniquement. Je suis désolée, dit Luc avec une sincérité qui la troubla. Ce doit être difficile d'élever un enfant seul. On fait ce qu'on peut. Elle marqua une pause. Et vous, pas d'enfant ? Non. Le mariage et la paternité n'ont jamais fait partie de mes priorités. Il eut un sourire amer. Les affaires, toujours les affaires. C'est tout ce que je connais. C'est dommage, dit-elle doucement. Les enfants donnent un sens à tout le reste. Quelque chose passa dans le regard de Luc. Une vulnérabilité qu'il masqua aussitôt. Peut-être ai-je eu tort de négliger cet aspect de la vie. Continue comme ça, pensa Lucie. Laisse-moi voir tes failles. Les semaines suivantes établirent une routine. Luc venait dîner au restaurant 2 fois par semaine. Toujours seul, toujours à la même table. Leur conversation devenait progressivement plus personnelle. Plus intime, il lui parlait de la pression de diriger l'empire familial, de sa solitude dorée, de son frère cadet qu'il avait perdu dans un accident. Théo était différent de moi, confia-t-il un soir de novembre. Plus sensible, plus humain, comme vous diriez. Sa mort a beaucoup changé mon père. Lucie faillit laisser tomber le verre qu'elle tenait. Comment est-il mort ? Accident de voiture, frein défaillant. Luc serra les poings. Il n'avait que 28 ans. Il avait toute la vie devant lui. « Je suis désolée », murmura-t-elle, luttant contre l'émotion qui menaçait de la trahir. Mon père ne s'en est jamais remis. Il est devenu plus dur, plus méfiant parfois. Je me demande si Théo n'était pas le meilleur d'entre nous. Cette confession inattendue ébranla Lucie. Elle s'était attendue à trouver un homme froid et calculateur, pas quelqu'un capable de pleurer son frère avec une telle sincérité. Un soir de décembre, alors qu'elle rentrait chez elle après le service, Lucie trouva Clara qui l'attendait avec Madame Rousseau, plus excitée qu'à l'ordinaire. « Maman, Madame Rousseau m'a appris à faire des cookies, on peut en faire ensemble ?»« Bien sûr, ma puce. » Lucie serra sa fille dans ses bras, respirant son parfum d'innocence. Ces moments avec Clara lui rappelaient pourquoi elle menait ce combat. « Maman, » dit Clara en mélangeant la pâte, « tu es triste parfois, pourquoi ?» La question directe de sa fille la désarma. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Tu regardes souvent la photo de papa dans ta chambre et tu pleures quand tu crois que je dors. » Lucie s'agenouilla à la hauteur de Clara, prenant ses petites mains dans les siennes. « Parfois, les adultes ont des chagrins du passé, ma chérie. Mais tu sais quoi ? Tu es ma plus grande joie. Je voudrais que tu rencontres quelqu'un de gentil, » dit Clara avec la sagesse surprenante des enfants, « comme le prince dans mes livres, pour que tu ne sois plus triste, si elle savait. » Pensa Lucie avec amertume. Si elle savait que sa mère fréquentait déjà quelqu'un, le frère de son père, qu'elle manipulait dans un jeu dangereux de vengeance et de séduction. Le lendemain soir, Luc l'attendait avec un bouquet de roses blanches. « Pour vous remercier », dit-il en les lui tendant. « Votre compagnie a illuminé ces dernières semaines. » Lucie prit les fleurs, troublée par ce geste inattendu. « Monsieur Masson, Luc, s'il vous plaît, et j'aimerais vous inviter à dîner. Pas ici, ailleurs, en tant qu'invité, cette fois. » C'était exactement ce qu'elle avait espéré. Pourtant, elle hésita. « Je ne sais pas si c'est approprié. Pourquoi ? Parce que je suis client et vous employé. » Il eut un sourire désarmant. « Je pensais que nous avions dépassé ce stade. J'ai Clara à garder. Amenez-la, j'aimerais rencontrer votre fille. » Cette proposition la bouleversa plus qu'elle ne l'aurait cru. L'idée de mélanger Clara à ses plans de vengeance la mettait mal à l'aise. « Réfléchissez-y, » dit Luc devant son silence. « Je ne vous demande qu'une chance de vous connaître vraiment. » Cette nuit-là, Lucie ne trouva pas le sommeil. Son plan fonctionnait trop bien. Luc Masson tombait amoureux d'elle. Exactement comme prévu. Mais ce qu'elle n'avait pas anticipé, c'est qu'elle commençait à douter de ses propres sentiments. Dans l'obscurité de sa chambre, elle fixa la photo de Théo. « Pardonne-moi, » chuchota-t-elle. « Mais je dois aller jusqu'au bout, pour toi, pour notre fille. » Le lendemain, elle accepterait l'invitation de Luc.
La deuxième phase de son plan pouvait commencer. Le samedi suivant, Lucie se trouvait devant son armoire, le cœur battant d'une nervosité qu'elle refusait d'admettre. Que porte-t-on pour dîner avec l'homme qu'on compte détruire ? Cette question aurait été absurde quelques semaines plus tôt, mais aujourd'hui, elle la taraudait. « Maman, tu es très belle !» s'exclama Clara, en voyant sa mère dans sa robe bleu marine. La seule élégante qu'elle possédait encore, simple mais bien coupée, elle avait appartenu à son ancienne vie. « Merci, ma puce. Tu es sûre que tu veux venir ? Tu peux rester avec Madame Rousseau si tu préfères. »« Non, je veux rencontrer ton amie. » Clara sautillait d'excitation, ses boucles blondes dansant autour de son visage. « Il est gentil !» Lucie caressa tendrement les cheveux de sa fille. « Je pense que oui, mais tu me le diras toi-même. » Luc avait choisi un restaurant discret dans le Vieux-Lyon, loin des établissements fréquentés par l'élite lyonnaise. La petite auberge respirait l'authenticité avec ses poutres apparentes et ses nappes à carreaux, un endroit où il pourrait parler sans être observé. Il les attendait déjà quand elles arrivèrent, vêtues d'un pull en cachemire gris et d'un jean sombre. Cette tenue décontractée le rendait plus jeune, plus accessible. Quand il aperçut Clara qui se cachait timidement derrière sa mère, son visage s'illumina. « Vous devez être Clara », dit-il en s'agenouillant à sa hauteur. « Votre maman m'a beaucoup parlé de vous. »« C'est vrai ?» Clara le regardait avec curiosité. « Elle m'a dit que vous étiez son amie. »« J'espère bien », répondit Luc avec un sourire sincère. « Et j'espère que nous deviendrons amis aussi, vous et moi. » Le naturel avec lequel il s'adressait à Clara surprit Lucie. Elle s'était attendue à la maladresse typique d'un homme d'affaires face à un enfant. Mais Luc semblait parfaitement à l'aise. « Vous aimez les puzzles ?» demanda-t-il à Clara en sortant une boîte colorée de son sac. « J'ai pensé que nous pourrions le faire ensemble en attendant le dessert. » Les yeux de Clara s'écarquillèrent. « Un puzzle de château. Maman, regarde. » « C'était très attentionné de votre part, » murmura Lucie, touchée malgré elle par cette délicatesse. « J'avoue avoir demandé conseil à ma secrétaire. » Admit Luc en rougissant légèrement. Elle a 3 enfants. Le dîner se déroula dans une atmosphère détendue que Lucie n'avait pas prévue. Luc racontait des anecdotes amusantes de ses voyages d'affaires, faisant rire Clara aux éclats. Quand la fillette renversa accidentellement son verre d'eau, il ne broncha pas et l'aida à éponger en plaisantant sur ses propres maladresses. « Maman ne me laisse jamais manger de dessert en semaine, » confia Clara en attaquant sa part de tarte aux pommes. « Mais aujourd'hui c'est spécial. »« Pourquoi spécial ?» demanda Luc, en lançant un regard complice à Lucie. « Parce que c'est la première fois qu'elle sort avec un monsieur depuis très longtemps. » Répondit Clara avec la franchise déconcertante des enfants. Lucie faillit s'étrangler avec son vin. « Clara, c'est vrai, Madame Rousseau dit toujours que tu devrais sortir plus. » Luc éclata de rire. Madame Rousseau semble être une femme sage. Pendant que Clara était absorbée par son puzzle, Luc et Lucie purent parler plus intimement. Il lui raconta son enfance dorée mais solitaire, élevée par des gouvernantes tandis que Pascal bâtissait son empire. « Théo et moi, nous étions très différents, » confia-t-il, le regard perdu dans ses souvenirs. Lui rêvait d'art et de liberté. Moi, je me conformais aux attentes paternelles. Parfois, je me demande si je n'ai pas choisi la mauvaise voie. Il n'est jamais trop tard pour changer. Répondit Lucie doucement. Vous croyez ? Il la regarda intensément. À 35 ans, avec toutes ses responsabilités. L'âge n'est qu'un chiffre. Ce qui compte, c'est la volonté de construire quelque chose d'authentique. Leurs mains se frôlèrent au-dessus de la table quand ils tendirent tous deux vers le même moment pour aider Clara avec une pièce du puzzle. Ce contact innocent provoqua une décharge électrique que ni l'un ni l'autre ne put ignorer. « Lucie », murmura Luc, « je dois vous avouer quelque chose. Ces dernières semaines, vous avez bouleversé ma vie. » Elle sentit son cœur s'emballer dangereusement. « Luc, je sais que c'est compliqué nos situations. Nos différences sociales. Ce ne sont pas nos différences sociales qui me préoccupent. » L'interrompit-elle, plus brusquement qu'elle ne l'aurait voulu. « Alors quoi ?» Lucie chercha ses mots, tiraillée entre la vérité et son plan de vengeance. « J'ai été blessée dans le passé. Il m'est difficile de faire confiance. » Le père de Clara. Elle hocha la tête, incapable de mentir davantage. « Il est mort dans un accident. Je l'aimais énormément. » Luc posa sa main sur la sienne. « Je comprends. Perdre quelqu'un qu'on aime, c'est quelque chose qui vous change à jamais. » Cette phrase résonna douloureusement en Lucie. S'il savait qu'il parlait du même homme,
de son propre frère. « Regarde !» s'écria Clara, en levant une pièce triomphalement. « J'ai trouvé la tour du château. Bravo, princesse !» Luc applaudit avec enthousiasme. « Tu es très douée. » Clara rayonnait sous les compliments. « Luc, tu viendras jouer avec moi à la maison. » Un silence embarrassé s'installa. Lucie n'avait jamais amené d'homme chez elle depuis la mort de Théo. « Si ta maman est d'accord, » répondit prudemment Luc, en cherchant le regard de Lucie. « On verra, » dit-elle évasivement. Le trajet de retour se fit dans une atmosphère chargée d'émotions non dites. Clara s'était endormie dans ses bras. Épuisée par cette soirée riche en émotions, Luc insista pour les raccompagner en voiture. « Elle est adorable, » dit-il en observant Clara dans le rétroviseur. « Vous avez fait un travail remarquable avec elle. »« Merci. » Lucie contemplait le profil de cet homme qui chamboulait tous ses plans. « Luc, cette soirée était inattendue. Dans le bon sens, j'espère. Je ne sais pas encore, » avoua-t-elle honnêtement. Ils s'arrêtèrent devant l'immeuble modeste de Lucie. L'écart entre leurs mondes n'avait jamais semblé aussi flagrant. « Je peux vous aider à la porter », proposa Luc en désignant Clara endormie. « Non, j'ai l'habitude. » Lucie prit sa fille dans ses bras. « Merci pour cette soirée. » Clara a été ravie. « Et sa mère ?» Lucie hésita sur le pas de la porte. « Sa mère est troublée. C'est un début, » dit Luc avec un sourire tendre. « Puis-je vous revoir, en dehors du restaurant ?» Luc, elle chercha les mots justes. « Je ne veux pas vous donner de faux espoirs. Ma vie est compliquée. La mienne aussi. Mais depuis que je vous connais, elle a plus de sens. » Cette déclaration la toucha en plein cœur. Comment cet homme pouvait-il être à la fois l'ennemi qu'elle devait abattre et celui qui réveillait des sentiments qu'elle croyait morts? Cette nuit-là, après avoir couché Clara, Lucie resta longtemps assise devant la photo de Théo. Les roses que Luc lui avait offertes trônèrent dans un vase, leur parfum emplissant la petite cuisine. « Qu'est-ce que je fais, Théo ?» murmura-t-elle à l'image souriante. « J'avais tout planifié, et maintenant ? Maintenant, je ne sais plus. » Le visage de Théo la regardait avec cette bienveillance qui l'avait tant séduite. Qu'aurait-il pensé de ses plans de vengeance? Lui qui prônait toujours le pardon et la réconciliation. Son téléphone vibra. Un message de Luc. « Merci pour cette soirée magique. Clara m'a adoptée. Et j'espère que sa maman finira par me faire confiance. Bonne nuit, Lucie. » Elle fixa l'écran longtemps avant de répondre. « Bonne nuit, Luc. Merci pour votre patience. » En se couchant, Lucie réalisa que son plan de vengeance se transformait malgré elle en quelque chose d'infiniment plus dangereux, une histoire d'amour véritable. Et cela terrifiait autant qu'elle ne pouvait se résoudre à l'arrêter. 3 semaines s'écoulèrent dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Luc avait pris l'habitude de passer voir Lucie après ses journées de travail, s'arrêtant parfois juste pour un café. D'autres fois pour aider Clara avec ses devoirs. Il semblait sincèrement apprécier ces moments simples, si éloigné de son univers habituel. Ce samedi après-midi de janvier, Lucie préparait le goûter de Clara quand on sonna à la porte. Elle ouvrit pour découvrir Luc, un sourire radieux aux lèvres et les bras chargés de paquets. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-elle en le laissant entrer. « Des livres pour Clara et peut-être quelques gâteries. » Il déposa les sacs sur la table avec un air coupable. « J'espère que vous ne m'en voulez pas. » Clara accourut, attirée par le bruit. « Luc, tu m'as apporté des cadeaux. Quelques petites choses, » dit-il en s'agenouillant à sa hauteur. « Mais d'abord, promets-moi de demander la permission à maman avant de les ouvrir. » L'attention qu'il portait à respecter l'autorité de Lucie touchait profondément cette dernière. Tant d'hommes auraient utilisé les cadeaux pour s'attirer les faveurs de l'enfant au détriment de la mère. « Maman, je peux » supplia Clara, les yeux brillants d'excitation. « Juste un paquet » céda Lucie. « Les autres attendront ton anniversaire. » Clara choisit le plus petit et découvrit un livre magnifiquement illustré. Les contes de Perrault. Elle battit des mains de joie. « Tu me lis une histoire ?» demanda-t-elle à Luc en grimpant sur ses genoux. « Avec plaisir, princesse. » Lucie les observait depuis la cuisine, le cœur serré par une émotion qu'elle refusait de nommer. Voir Clara blottie contre Luc, écoutant religieusement l'histoire de Cendrillon, réveillait en elle des rêves qu'elle avait enfouis. L'image d'une famille unie, d'un père pour sa fille, d'un homme qu'il aimerait malgré son passé, et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, conclut Luc en refermant le livre. « Moi aussi, je veux vivre heureuse comme Cendrillon », déclara Clara avec sérieux. « Maman,
Tu crois que je trouverai mon prince? Tu as bien le temps d'y penser? Ma chérie, répondit Lucie en ébouriffant les cheveux de sa fille. Mais toi, tu l'as trouvé ton prince, insista Clara avec cette curiosité implacable des enfants. Lucie échangea un regard embarrassé avec Luc. Clara, va chercher tes crayons pour faire un dessin. D'accord, je vais dessiner Luc en prince. Elle courut vers sa chambre. Laissant les deux adultes seuls dans un silence chargé. Elle vous adore, murmura Lucie. C'est réciproque, avoua Luc. Je n'avais jamais réalisé à quel point un enfant pouvait illuminer une maison. Vous n'avez jamais voulu d'enfant? Je pensais que non. Les affaires, l'héritage familial, tout cela me paraissait plus important. Il la regarda intensément. Mais vous et Clara, vous m'avez ouvert les yeux sur ce qui compte vraiment. Cette déclaration bouleversa Lucie plus qu'elle ne l'aurait voulu. Comment haïr un homme capable de tant de tendresse? Luc, je dois vous dire quelque chose. Moi aussi. L'interrompit-il en se rapprochant d'elle. Lucie, je suis tombé amoureux de vous. Je sais que c'est précipité, que nos vies sont différentes, mais non. Le cri échappa à Lucie avant qu'elle puisse se contrôler. Vous ne pouvez pas dire ça. Luc recula, blessé par sa véhémence. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous effraie tant? Lucie lutta contre les larmes qui menacèrent de couler. Parce que vous ne savez pas qui je suis vraiment. Alors dites-le-moi, supplia-t-il. Quelle que soit votre vérité, nous la affronterons ensemble. Maman, Luc. Clara surgit de sa chambre, brandissant fièrement son dessin. Regardez ce que j'ai fait. Elle leur tendit une feuille où figuraient 3 personnages. Une femme en robe bleue, un homme en costume, et entre eux, une petite fille aux cheveux bouclés. Au-dessus, elle avait écrit en lettres maladroites « Ma famille ». C'est très beau. « Ma puce », dit Lucie d'une voix étranglée. « Et ça, c'est mon papa ». Clara pointa le coin de la feuille où elle avait dessiné un bonhomme avec des ailes. « Il nous regarde du ciel ». Le silence qui suivit fut assourdissant. Luc regardait fixement le dessin, puis Clara, puis à nouveau le dessin. « Clara », dit-il d'une voix changée, « à quoi ressemblait ton papa ?»« Je ne me souviens pas vraiment », répondit la fillette. « Mais maman a des photos dans sa chambre. Tu veux voir ?»« Clara, non !» Lucie tenta de retenir sa fille, mais il était trop tard. Clara avait déjà filé vers la chambre et revenait avec une photo qu'elle tendit fièrement à Luc. « Voilà, c'est papa et maman quand ils étaient jeunes. » Luc prit la photo d'une main tremblante. Son visage se vida de toute couleur en reconnaissant le sourire familier de Théo enlacé à une jeune femme aux cheveux longs. Lucie, 6 ans plus tôt. « Mon Dieu !» murmura-t-il en vacillant. Luc, Clara le regardait avec inquiétude. « Ça va pas. »« Si, princesse, ça va. » Il s'efforça de sourire malgré le choc. « Peux-tu aller ranger tes affaires dans ta chambre? J'aimerais parler avec ta maman. » Clara obéit sans discuter, sentant instinctivement la gravité du moment. Dès qu'elle eut disparu, Luc se tourna vers Lucie, la photo toujours à la main. « Théo, » dit-il d'une voix brisée. « Le père de Clara, c'est Théo, mon frère. » Lucie ne put que hocher la tête, les larmes coulant librement sur ses joues. « Vous étiez la femme dont il était tombé amoureux. Celle pour qui il voulait défier la famille? » ?»« Oui, et Clara. Clara est ma nièce. » Il porta la main à son front. Accablé. « Mon Dieu, si j'avais su, toutes ces années, elle a grandi sans nous connaître. Votre père m'a banni, » dit Lucie d'une voix tremblante. « Quand il a appris ma grossesse, il a dit que jamais une goutte de sang maçon ne coulerait dans ses veines. Pascal, le nom sortit de sa bouche comme un poison. Il savait pour vous et Théo. Ils se sont disputés le soir de l'accident. Théo venait lui annoncer notre relation. Luc ferma les yeux, les pièces du puzzle se mettant douloureusement en place. L'accident? Vous pensez que ce n'était pas un accident? J'en suis certaine, répondit Lucie avec une amertume qui surprit Luc par sa violence. Tout comme la mort de ma mère. Quelques années plus tôt, votre père ne supporte pas qu'on contrarie ses plans. Vous m'accusez, Pascal, de meurtre. Je l'accuse de nous avoir détruits, Théo et moi, de m'avoir volé l'amour de ma vie, et à Clara son père. Luc recula comme si elle l'avait frappé. C'est pour ça que vous étiez au restaurant. Vous me cherchiez. Au début, oui. Lucie ne pouvait plus mentir maintenant. Je voulais me venger, je voulais faire payer votre famille pour ce qu'elle m'avait fait. Et maintenant,
Sa voix était à peine audible. Maintenant, je ne sais plus. Elle le regarda à travers ses larmes. Je ne m'attendais pas à vous. Luc contempla la photo où Théo souriait, insouciant et amoureux. Puis il regarda Lucie, cette femme qu'il aimait et qui était la mère de l'enfant de son frère. Nous devons découvrir la vérité, dit-il finalement. Si Pascal a vraiment tué Théo, vous me croyez, je commence à me souvenir de détails troublants. La façon dont Pascal a insisté pour que Théo prenne cette voiture précise ce soir-là, son soulagement après l'accident, sa hâte à faire incinérer le corps, Clara revint dans le salon. Sentant la tension qui régnait entre les adultes, « Maman, pourquoi tu pleures ?» Lucie s'agenouilla devant sa fille et la prit dans ses bras. « Parce que Luc et moi, nous venons de découvrir quelque chose d'important. »« Quoi ?» Luc s'approcha et caressa doucement les cheveux de Clara. « Ton papa était mon frère. »« Princesse, cela fait de moi ton oncle ?» Les yeux de Clara s'écarquillèrent. « Mon oncle, un vrai oncle, confirma Luc avec un sourire ému. « Et j'aimerais beaucoup apprendre à te connaître si tu es d'accord. » Clara se jeta dans ses bras avec l'enthousiasme de l'enfance. « J'ai toujours voulu avoir un oncle. » Par-dessus la tête de Clara, Luc et Lucie échangèrent un regard lourd de promesses et d'incertitudes. La vérité était enfin révélée, mais elle ouvrait la voie à des questions encore plus douloureuses. Et au bout de cette route, Pascal Masson les attendait. Les jours qui suivirent la révélation furent étranges et tendus. Luc avait insisté pour que Lucie et Clara restent chez lui, le temps de réfléchir à la situation. Mais Lucie avait refusé catégoriquement. Elle n'était pas prête à accepter la charité des Masson, même celle de l'homme qu'elle aimait malgré elle. Car oui, elle devait se l'avouer maintenant. Elle était tombée amoureuse de Luc. Cette réalité la torturait autant qu'elle la bouleversait. Comment pouvait-elle aimer le frère de Théo, le fils de l'homme qui avait détruit sa vie? Luc venait la voir chaque soir après le travail, apportant parfois des jouets pour Clara, d'autres fois simplement sa présence silencieuse. Il semblait lui aussi lutter avec ses sentiments, partagé entre l'amour qu'il éprouvait pour elle et la loyauté qu'il devait à sa famille. « J'ai besoin de preuves », lui dit-il un soir tandis qu'il buvait un thé dans la petite cuisine de Lucie. Clara dormait déjà, épuisée par une journée d'école. « Quelle preuve ?» demanda Lucie, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. « Que Pascal a vraiment tué Théo. Je ne peux pas détruire ma famille sur de simples soupçons. » Lucie sortit de son sac une enveloppe Kraft qu'elle posa sur la table. « Les voici, vos preuves. » Luc ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, des photos techniques montraient les freins sabotés de la BMW de Théo, accompagnés d'un rapport d'expertise signé par Pierre Roussel, détective privé. « Où avez-vous trouvé ça ?» murmura-t-il en parcourant les documents. « J'ai engagé un détective il y a 2 ans. Il a réussi à récupérer ces pièces avant que la voiture ne soit envoyée à la casse. » Lucie marqua une pause. « Il y a autre chose. » Elle sortit une seconde série de photos, plus anciennes. « L'accident de ma mère, en 2010, même méthode, même signature. » Luc examina les clichés en silence. Son visage devenant de plus en plus livide. « Pourquoi votre mère? Qu'est-ce qu'elle avait fait? » Elle travaillait pour une association caritative qui aidait les familles en difficulté. Elle avait découvert que votre père détournait des fonds destinés aux logements sociaux pour alimenter ses comptes personnels, et elle allait le dénoncer. Elle avait rendez-vous avec un journaliste du Progrès le lendemain de sa mort. Lucie prit sa main. « Je suis désolée, Luc. Je sais que c'est dur à accepter. » Luc retira sa main et se leva brusquement, faisant les 100 pas dans la petite pièce. « Mon père, un meurtrier. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Vous l'aimiez. L'amour nous rend parfois aveugles aux défauts de ceux qu'on chérit. Comme vous avec Théo. » Il s'arrêta net, réalisant la cruauté de ses paroles. « Pardonnez-moi, je ne voulais pas... Si vous vouliez... » Lucie se leva à son tour, ses yeux brillants de colère. « Vous pensez que j'idéalise Théo parce qu'il est mort, que mon amour pour lui n'était qu'une illusion de jeunesse. Non, ce n'est pas ça. Alors quoi? Vous êtes jaloux d'un fantôme. » La question flotta entre eux comme une accusation. Luc ferma les yeux, luttant contre la vérité qu'elle venait de mettre au jour. « Oui, avoua-t-il finalement. Je suis jaloux de Théo. Jaloux qu'il vous ait aimé en premier, qu'il soit le père de Clara, qu'il occupe une place dans votre cœur que je n'aurai jamais. Luc, je l'aimais. Vous savez, malgré nos différences, Théo était mon petit frère.
Et maintenant, je découvre que l'homme qui l'a tué est aussi celui qui m'a élevé, qui m'a appris tout ce que je sais. Lucie s'approcha de lui, touchée par sa vulnérabilité. Nous sommes tous les deux victimes de Pascal, vous autant que moi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Demanda-t-il en la regardant avec une expression perdue. On se bat, ensemble. Elle prit ses mains dans les siennes. Pour Théo, pour ma mère, pour Clara qui a le droit de connaître la vérité sur son père. Un cri les interrompit. Clara venait de se réveiller en pleurs, probablement à cause d'un cauchemar. Lucie courut vers la chambre, suivie de Luc. « Qu'est-ce qu'il y a, ma puce ?» Lucie s'assit sur le lit et prit sa fille dans ses bras. « J'ai rêvé que tu partais, » sanglota Clara. « Que tu me laissais toute seule. »« Jamais, ma chérie, je ne te laisserai jamais. » Clara aperçut Luc dans l'encadrement de la porte. « Luc, tu peux rester cette nuit. »« S'il te plaît ?» Lucie et Luc échangèrent un regard. La demande de Clara résonnait étrangement avec leur propre besoin de réconfort. « Si ta maman est d'accord, » répondit prudemment Luc. « Tu peux dormir sur le canapé ?» dit Lucie après une hésitation. « Juste pour cette nuit ?» Clara battit des mains, ses larmes oubliées. « On sera comme une vraie famille. » Cette phrase innocente frappa Lucie en plein cœur. Une vraie famille. Était-ce possible ? Pouvait-elle construire un avenir avec l'homme qu'elle aimait, tout en honorant la mémoire de celui qu'elle avait perdu ? Une fois Clara rendormie, Luc et Lucie se retrouvèrent dans le salon. L'obscurité rendait leur confidence plus facile. « Je démissionne demain », annonça soudain Luc. « Quoi ? Je ne peux plus travailler pour lui, plus maintenant que je sais la vérité. » Il se tourna vers elle. « Mais j'aurai besoin de votre aide. » « Pourquoi faire ? Pascal contrôle tout, la police. Les journalistes, les juges, il faudra être plus malin que lui. » Luc marqua une pause. « J'ai accès à tous ses dossiers, à ses comptes bancaires secrets. Si nous devons l'abattre, autant le faire avec ses propres armes. Vous feriez ça, trahir votre propre père. Ce n'est plus mon père, » répondit Luc avec une détermination nouvelle. Un père ne tue pas les rêves de ses enfants. Un père ne sépare pas un homme de la femme qu'il aime. Lucie sentit son cœur se serrer. « Luc, je sais que vous aimez encore Théo. Je l'accepte. Mais laissez-moi vous prouver que je peux vous aimer autant que lui. Différemment peut-être, mais tout aussi sincèrement. Et si j'en suis incapable, si le passé est trop lourd à porter, alors nous nous battrons côte à côte comme des alliés. Pour Clara, pour la justice, et peut-être qu'un jour, » il n'acheva pas sa phrase. Lucie ferma les yeux, pesant ses mots. « D'accord, nous serons alliés. Mais je ne peux rien vous promettre d'autre pour l'instant. C'est déjà beaucoup. » Ils restèrent de silencieux un long moment, chacun perdu dans ses pensées. Dehors, Lyon s'endormait, inconsciente du drame qui se tramait dans ce petit appartement. « Comment procède-t-on » demanda finalement Lucie. « En douceur, Pascal ne doit pas soupçonner que nous nous connaissons. Continuez à travailler au restaurant. Agissez normalement. Moi, je vais commencer à copier ses fichiers. C'est dangereux, moins que de le laisser continuer ses crimes. » Luc la regarda intensément. « Théo mérite justice. Votre mère aussi. » Cette nuit-là, Lucie eut du mal à trouver le sommeil. Dans le salon, elle entendait Luc bouger sur le canapé, probablement en proie aux mêmes insomnies qu'elle. Ils avaient franchi un cap. Ils n'étaient plus ennemis, plus vraiment amants, mais quelque chose entre les deux, des complices unis par une soif de vérité et de justice. Et au petit matin, leur guerre contre Pascal Masson pourrait enfin commencer. Le lendemain matin, Luc se réveilla avec une migraine lancinante et une résolution de fer. Il avait passé la nuit à retourner dans sa tête les révélations de Lucie, et chaque détail ne faisait que renforcer sa certitude. Pascal Masson était un monstre qu'il fallait arrêter. Lucie préparait le petit déjeuner quand il émergea du salon, les cheveux ébouriffés et la barbe naissante. Cette vision d'intimité domestique la troubla plus qu'elle ne l'aurait voulu. « Café ?» proposa-t-elle en évitant son regard. « Volontiers. Comment va Clara ? Elle dort encore. Les cours ne reprennent qu'à 14 heures. » Lucie lui tendit une tasse fumante. « Vous avez réfléchi à notre stratégie ?» Toute la nuit, Luc s'assit à la petite table, remarquant au passage que Lucie avait préparé des tartines pour 3. Ce geste inconscient d'inclusion le réchauffa le cœur. « Je vais commencer par fouiller dans ses bureaux aujourd'hui. C'est risqué. Pascal n'est pas stupide. Non, mais il me fait confiance. Ou plutôt, il me sous-estime. » Luc prit une gorgée de café. « Il pense que je suis le fils obéissant qu'il a façonné.
Il ne peut pas concevoir que je le trahisse. Et si vous vous trompez, leurs regards se croisèrent par-dessus la table. Dans les yeux de Lucie, Luc lut une inquiétude sincère qui le bouleversa. « Alors j'assumerai les conséquences », répondit-il simplement. Clara fit irruption dans la cuisine en pyjama, encore tout ensommeillée. « Luc, tu es encore là. Bonjour, princesse. Bien dormi? Super bien. On peut déjeuner tous ensemble comme une vraie famille. » Le mot « famille » flotta entre les adultes. Chargée de promesses et d'appréhension, Lucie servit Clara en silence, troublée par la facilité avec laquelle sa fille s'attachait à Luc. Après le petit déjeuner, Luc dut partir travailler sur le pas de la porte. Il hésita. « Lucie, soyez prudente aujourd'hui, si Pascal découvre notre alliance. Il ne découvrira rien. » L'interrompit-elle. « Je sais jouer la comédie. Ce n'est pas de la comédie qui m'inquiète. » Il caressa doucement sa joue. « C'est ce que je ressens pour vous, qui risque de nous trahir. » Cette confession la fit frissonner. « Luc, à ce soir, » dit-il en s'éloignant avant qu'elle puisse répondre. Chez Masson & Associés, l'atmosphère était électrique. Pascal arpentait son bureau comme un fauve en cage, hurlant au téléphone avec un entrepreneur qui avait osé réclamer un délai de paiement. « Vous me prenez pour qui ?» vociférait-il. « Un banquier philanthrope. Vous livrez en retard. Vous êtes payé en retard. » Luc frappa à la porte et entra sans attendre de réponse. « Bonjour, Pascal. »« Ah, Luc, parfait timing. » Pascal raccrocha brutalement. « J'ai besoin que tu ailles secouer ces incapables du chantier Bellecour. Ils accumulent les retards. » Bien sûr. Luc s'installa dans le fauteuil face au bureau, adoptant son attitude habituelle de fils dévoué. « Au fait, j'aimerais consulter les anciens dossiers de la fondation caritative pour le rapport annuel. » Pascal fronça les sourcils. « Pourquoi ? Margot s'en occupe très bien. » « Je sais, mais le conseil d'administration pose des questions de plus en plus précises. Il vaut mieux que je maîtrise le sujet. Depuis quand t'intéresses-tu à la charité ? » Pascal eut un sourire narquois. « Tu aurais rencontré une femme qui t'attendrit le cœur. » Luc força un rire. « Tu me connais, les affaires avant tout. Exactement comme il faut. » Pascal tapota son bureau. « Les dossiers sont dans le coffre-fort de Margot. Elle te donnera l'accès. » Une fois sorti du bureau, Luc respira profondément. La première étape était franchie. Maintenant, il fallait convaincre Margot Dubois, la secrétaire de direction, de lui ouvrir ses archives. Margot était une femme de 50 ans, efficace et discrète, qui travaillait pour les maçons depuis 15 ans. Elle connaissait tous leurs secrets et feignait de n'en voir aucun. « Monsieur Luc, » dit-elle en le voyant approcher de son bureau, « votre père m'a prévenu. Vous voulez consulter les dossiers caritatifs. S'il vous plaît, Margot, et si possible les plus anciens, je veux comprendre l'évolution de la fondation depuis sa création. » Margot le conduisit vers un bureau annexe où trônait un imposant coffre-fort. Elle composa le code et en sortit plusieurs classeurs poussiéreux. « Voilà, monsieur. De 2008 à aujourd'hui. Vous avez besoin d'autre chose ? » ?»« Non. Merci. Je vais m'installer ici pour étudier tout ça tranquillement. » Dès qu'il fut seul, Luc ouvrit fébrilement le premier classeur. Les documents dataient de 2008, année de création de la fondation Espoir et Solidarité. Tout semblait normal au début. Statut, déclaration d'utilité publique, premier projet de logements sociaux. C'est en arrivant à l'année 2010 que les choses devinrent intéressantes. Luc découvrit des factures gonflées, des devis fantaisistes, des virements vers des comptes offshore, et au milieu de cette comptabilité truquée, un nom qui lui glaça le sang, Marie Dubois, contrôleuse qualité pour l'association Toi et Espoir, la mère de Lucie. Luc photographia discrètement les documents les plus compromettants avec son téléphone. Plus il avançait dans sa lecture, plus l'ampleur du détournement l'effrayait. Pascal avait volé des millions d'euros destinés aux plus démunis. Un rapport daté du 15 mars 2010 attira son attention. Marie Dubois y détaillait les irrégularités qu'elle avait découvertes et réclamait une enquête approfondie. En marge, quelqu'un avait griffonné. À régler rapidement, PM. Pascal Masson. Luc sentit la nausée le gagner. Le règlement rapide avait eu lieu 3 jours plus tard. L'accident de voiture de Marie Dubois, son téléphone vibra, un message de Lucie. « Tout va bien, vous ne donnez pas de nouvelles. » Il répondit rapidement. « J'ai trouvé... On se voit ce soir. »
L'après-midi passa dans un brouillard de révélations sordides. Luc découvrit d'autres affaires suspectes. Un promoteur concurrent mort dans un incendie accidentel. Un journaliste d'investigation victime d'une crise cardiaque foudroyante après avoir enquêté sur les pratiques des maçons. Pascal n'était pas seulement un meurtrier. C'était un serial killer qui tuait pour protéger son empire financier. À 18h, Luc referma les dossiers et les rendit à Margot. Il croisa Pascal dans le couloir. « Alors, content de tes lectures ?» demanda son père avec un sourire satisfait, très instructif. Répondit Luc en luttant contre l'envie de lui sauter à la gorge. « La Fondation fait un travail remarquable. N'est-ce pas? J'en suis très fière. » Pascal lui tapota l'épaule. « Tu dînes avec nous ce soir. Ta mère a préparé ton plat préféré. Désolé, j'ai rendez-vous. » Luc s'éloigna avant que son masque ne tombe. « Avec qui ?» cria Pascal dans son dos. « Une femme que tu ne connais pas. » Chez Lucie, l'atmosphère était tendue. Clara jouait sagement dans sa chambre tandis que les adultes chuchotèrent dans la cuisine. « J'ai tout », dit Luc en montrant son téléphone rempli de photos, les preuves du détournement, les liens avec la mort de votre mère, et bien d'autres choses encore. Lucie parcourut les images, ses mains tremblant de plus en plus. « Mon Dieu, il a tué combien de personnes ? Au moins 6 que j'ai pu identifier, peut-être plus. » Luc prit ses mains pour les calmer. « Mais maintenant, nous le tenons. Qu'est-ce qu'on fait ? » « On va voir la police. » « Non, Pascal a trop de contacts, trop d'influence. Il s'en sortirait encore. » Luc réfléchit. « Il faut l'obliger à avouer, le piéger. Comment ? En utilisant ce qu'il a de plus cher, sa réputation. » Luc sourit, mais son sourire était froid comme l'acier. Et en faisant intervenir la presse au bon moment, Clara apparut soudain dans la cuisine. « Maman, on mange bientôt. J'ai faim. » « Bien sûr, ma puce. » Lucie se leva, tentant de retrouver un semblant de normalité. « Luc reste dîner avec nous ? » « Super. » Clara battit des mains. « Après, tu pourras me lire une histoire. »« Avec plaisir, princesse. » En regardant Clara rayonner de bonheur, Luc prit conscience que ce combat n'était plus seulement pour la justice. C'était pour protéger cette petite fille, innocente, et la femme qu'il aimait. Pascal Masson allait payer pour ses crimes, coûte que coûte. Les préparatifs du piège prirent 2 semaines. Luc et Lucie se voyaient chaque soir, peaufinant leur stratégie avec la minutie de généraux préparant une bataille décisive. Ils avaient contacté Sophie Marchand, journaliste d'investigation au Figaro, réputée pour son intégrité et son courage face aux puissants. « Les preuves sont accablantes », avait confirmé Sophie après avoir examiné les documents. « Mais il nous faut plus qu'un simple article, Pascal Masson niera tout, accusera ses victimes de chantage posthume. Que proposez-vous » avait demandé Luc. Un piège en direct, filmé, enregistré, indéniable. Les yeux de Sophie brillaient de l'excitation du chasseur. Il faut le faire avouer devant témoins. Le plan était risqué mais imparable. Luc organiserait un dîner d'affaires au cygne doré. Prétextant vouloir impressionner des investisseurs japonais, Pascal, flatté et curieux, accepterait certainement de venir. Durant le repas, Luc révélerait progressivement ses découvertes, poussant son père dans ses retranchements jusqu'à ce qu'il craque. Sophie et son équipe seraient cachés dans le restaurant. Caméra et micro prêts à immortaliser les aveux. Lucie servirait à table, garantissant que tout se déroule selon le plan. Le soir J arriva plus vite que prévu. Pascal avait accepté l'invitation avec empressement, ravi de rencontrer ces mystérieux investisseurs nippons qui n'existaient que dans l'imagination de son fils. « Monsieur Dubois » dit Lucie au maître d'hôtel. « La table 12 est-elle prête ?»« Parfaitement, mademoiselle, comme vous l'avez demandé. » Le pauvre homme ne comprenait pas pourquoi cette simple serveuse organisait soudain les plus importantes réceptions du restaurant, mais les généreux pourboires de Luc avaient acheté sa discrétion. À 19h précise, Pascal Masson fit son entrée, costume 3 pièces anthracite, bouton de manchette en or, prestance naturelle d'un homme habitué à dominer. Il balaya la salle du regard, notant machinalement la clientèle fortunée, les serveurs empressés, l'atmosphère feutrée qui convenait si bien à ses affaires. « Bonsoir Pascal », dit Luc en se levant pour l'accueillir. « Luc, magnifique endroit. » Pascal serra la main de son fils. « Où sont nos invités japonais ? Un petit retard, les embouteillages, tu sais ?» Luc lui désigna une chaise. « Commençons par l'apéritif. » Lucie s'approcha pour prendre la commande. Le cœur battant,
Voir Pascal de si près, après toutes ces années de haine, était plus troublant qu'elle ne l'avait imaginé. Cet homme élégant et raffiné avait tué sa mère, tué Théo, détruit sa vie. Pourtant, il dégageait une autorité naturelle, un charisme indéniable qui expliquait son succès. « Champagne Dom Pérignon 2008 », commanda Pascal sans même consulter la carte. « Le meilleur pour nos amis japonais. »« Très bien, monsieur. » Lucie s'éloigna, sentant le regard de Pascal la suivre. « Jolie fille », commenta-t-il à Luc. « Elle me rappelle quelqu'un, mais je n'arrive pas à me souvenir qui. » Le sang de Luc se glaça. « Vraiment, qui donc ? » « Oh, une ancienne connaissance, sans importance. » Pascal balaya la question d'un geste. « Alors, ces investisseurs, ils sont sérieux. Très sérieux. Ils cherchent à placer 50 millions d'euros dans l'immobilier lyonnais. » Luc mentait avec un aplomb qui l'étonnait lui-même. « Mais ils sont tatillons sur l'éthique. Tu sais comment sont les Japonais avec l'honneur et tout ça. L'éthique. » Pascal eut un rire bref. « Dans l'immobilier, ils sont naïfs ou quoi ? » « Pas naïfs. Prudent. » Luc marqua une pause, préparant son attaque. Ils ont fait faire une enquête préliminaire sur nos affaires. Apparemment, quelques points les inquiètent. Quels points ? La fondation caritative, par exemple, ils trouvent étrange que les coûts de construction soient si élevés par rapport aux standards du marché. Pascal sirota son champagne, imperturbable. Les matériaux de qualité coûtent cher. Nous ne faisons pas du social bas de gamme. Bien sûr. Luc sortit discrètement son téléphone et l'activa en mode enregistrement. Mais ils mentionnent aussi des virements suspects vers des comptes offshore. Des virements parfaitement légaux pour optimiser la fiscalité internationale. Tu devrais le savoir, Luc. Et les contrôleurs qualité qui posent trop de questions. Comment gères-tu ce problème ? Pour la première fois. Pascal marqua une hésitation. Quel contrôleur ? Marie Dubois, par exemple ? En 2010, Luc fixa son père dans les yeux. Comment as-tu résolu son entêtement ? Le visage de Pascal se durcit imperceptiblement. Je ne vois pas de qui tu parles. Vraiment, pourtant, j'ai trouvé ces rapports dans tes dossiers. Très détaillés, très gênants. Luc sortit une photo de son portefeuille. Sa fille lui ressemble beaucoup. Tu ne trouves pas ? Pascal regarda la photo de Lucie et Clara, et quelque chose passa dans ses yeux. Une lueur de reconnaissance, puis de méfiance. « Où veux-tu en venir, Luc ? À la vérité ?» Luc rangea la photo. Les Japonais ont été très clairs. Si la moindre zone d'ombre subsiste, ils retirent leur offre. Et alors, nous n'avons pas besoin d'eux. Moi, si. Luc se pencha vers son père. Je veux construire quelque chose de propre, Pascal. Quelque chose dont je puisse être fier. Tu me déçois, mon fils. Pascal vida son verre d'un trait. Après tout ce que j'ai fait pour toi, pour notre famille, qu'est-ce que tu as fait exactement ? La voix de Luc se durcit. Dis-moi, Pascal, comment as-tu protégé notre famille ? J'ai éliminé les obstacles. Les mots sortirent comme un aveu involontaire. Tous ceux qui menaçaient notre réussite. Éliminés comment ? Pascal réalisa soudain qu'il s'aventurait en terrain dangereux. Luc, qu'est-ce que ça signifie cet interrogatoire ? Réponds-moi, Marie Dubois, comment l'as-tu éliminé ? Un accident regrettable. Et Théo ? La question claqua comme un coup de fouet. Pascal se figea. Ton frère ? Qu'est-ce que Théo vient faire là-dedans ? Il voulait t'affronter, n'est-ce pas ? Il voulait révéler tes crimes, épouser la fille de Marie Dubois. Luc se leva, sa colère éclatant enfin. Alors tu l'as tué. Tu divagues. Pascal se leva à son tour, attirant l'attention des autres clients. Théo est mort dans un accident. Ses freins avaient été sabotés. J'ai les preuves. Le silence retomba sur le restaurant. Les deux hommes se faisaient aux faces. 6 années de mensonges et de manipulations entre eux. Tu ne peux rien prouver, siffla Pascal. Et même si c'était vrai, Théo était un idéaliste naïf qui aurait détruit tout ce que j'ai construit. Tu viens d'avouer ? Je n'ai rien avoué du tout. Pascal recouvra son sang-froid avec une rapidité effrayante. Et qui te croirait, ton père, ou une serveuse et son bâtard ? Lucie, qui s'était approchée pour écouter, pâlit sous l'insulte. Pascal se tourna vers elle, un sourire mauvais aux lèvres. Oui, j'ai fini par te reconnaître, Marie Dubois en plus jeune. Et cette petite, c'est bien la fille de Théo. N'est-ce pas ? Il eut un rire glacial. Mon petit-fils caché, comme c'est touchant. Laisse Clara en dehors de ça, gronda Luc. Clara, joli prénom ? Pascal se rassit tranquillement.
Dis-moi, Luc, depuis quand couches-tu avec la veuve de ton frère? C'est pervers, même pour toi. Luc se jeta sur son père. Mais Lucie l'arrêta. Non, pas ici, pas maintenant. Pascal applaudit lentement. Bravo pour la mise en scène, mais vous avez oublié un détail. Je contrôle la police, les juges, les médias de cette ville. Qui osera m'accuser? Moi? Tous se retournèrent. Sophie Marchand venait d'entrer dans le restaurant. Suivie de son caméraman et de 2 policiers, Sophie Marchand, Le Figaro, Monsieur Masson, accepteriez-vous de commenter vos aveux concernant les meurtres de Marie Dubois et Théo Masson? Pascal blêmit en voyant la caméra braquée sur lui. Vous n'avez pas le droit, c'est une propriété privée. Le propriétaire nous a donné son accord. Mentit Sophie avec aplomb. Alors, ces aveux. Je n'ai rien avoué, c'est un piège. Nous avons tout enregistré, Monsieur Masson. Sophie brandit un petit appareil. Vos propres mots vous condamnent. Pascal regarda autour de lui comme un animal traqué. Les autres clients s'étaient éloignés. Le personnel observait la scène avec fascination. Et la caméra continuait de tourner. Vous ne comprenez rien, dit-il finalement, sa prestance s'effritant. J'ai fait ce qu'il fallait pour protéger ma famille, mon empire. Ils étaient des obstacles. Donc vous confirmez les avoir tués. Pascal réalisa trop tard qu'il venait de signer ses aveux. 3 mois après l'arrestation de Pascal Masson, Lyon bruissait encore des échos du scandale. L'affaire avait fait la une de tous les journaux nationaux. L'empire maçon s'effondre. Un magnate de l'immobilier avoue 6 meurtres. La chute d'un prédateur en costume cravate. Pascal avait tenté de se rétracter, prétendant avoir été piégé. Mais les preuves accumulées par Luc et les enregistrements de Sophie Marchand étaient accablants. Face à l'évidence, ses avocats l'avaient convaincu de plaider coupable en échange d'une peine réduite. Il écoperait de 25 ans de prison ferme. Lucie regardait par la fenêtre de son nouvel appartement, plus grand, plus lumineux, dans un quartier plus calme, avec les dédommagements versés par la succession Masson et son nouveau travail de consultante juridique. Elle pouvait enfin offrir à Clara la stabilité qu'elle méritait. « Maman, Luc arrive quand ?» demanda Clara, en dévalant les escaliers, ses cheveux bouclés voltigeant autour de son visage radieux. « Dans 1 heure, ma puce, tu as fini tes devoirs. »« Oui, et j'ai préparé un dessin pour lui montrer. » Clara brandissait fièrement une feuille, où figuraient 3 personnages tenant une maison. Au-dessus, elle avait écrit « Notre nouvelle maison ». Lucie sourit, touchée par l'optimisme de sa fille. Ces derniers mois avaient été difficiles. La révélation publique de l'identité de Clara avait attiré l'attention des médias. Heureusement, Sophie Marchand avait veillé à protéger la vie privée de l'enfant, se contentant de mentionner la petite fille cachée de Pascal Masson, sans révéler son nom ni sa photo. Luc avait été exemplaire durant toute cette période. Il avait collaboré pleinement avec la justice, témoigné contre son père adoptif et supporté les regards accusateurs de ceux qui le rendaient complice par association. Sa démission de l'entreprise familiale et sa décision de créer sa propre société de conseil avaient fait grand bruit dans les milieux d'affaires lyonnais. On sonna à la porte. Clara se précipita pour ouvrir, se jetant dans les bras de Luc avec son enthousiasme habituel. « Oncle Luc, regarde ce que j'ai fait. » Luc examina le dessin avec gravité, comme s'il s'agissait d'une œuvre d'art majeure. « C'est magnifique, princesse. Tu veux bien me l'offrir ? » « Oui. » « Pour décorer ton bureau. » Lucie observait cette scène devenue familière, avec des sentiments mitigés. L'affection entre Luc et Clara était évidente, authentique, mais elle-même peinait encore à définir ses propres sentiments. L'amour qu'elle éprouvait pour lui était indéniable. Mais comment accepter d'aimer le frère de l'homme qu'elle avait perdu ? Comment s'est passé votre rendez-vous avec Maître Lefebvre ? Demanda-t-elle une fois Clara partie jouer dans sa chambre. Mieux que prévu. Luc s'assit sur le canapé, l'air fatigué mais soulagé. La liquidation de l'empire maçon avance. Les victimes des escroqueries de Pascal seront intégralement remboursées. Et vous ? Je garde l'appartement et quelques économies. Le reste ira aux réparations. Il haussa les épaules. C'est justice. Vous n'êtes pas responsable des crimes de votre père. Non, mais j'ai profité de l'argent sale pendant des années. Sans le savoir, certes. Mais j'en ai profité quand même. Cette culpabilité qui rongeait Luc brisait le cœur de Lucie. Il s'était montré d'un courage exemplaire en affrontant Pascal, au risque de perdre sa famille, sa fortune, sa réputation. Pourtant, il continuait de se flageller. « Luc, dit-elle, en s'asseyant près de lui, Théo serait fier de vous.
Vous croyez? J'en suis certaine, il rêvait de justice, de vérité. Vous avez accompli ce qu'il n'a pas eu le temps de faire. Luc prit sa main, geste devenu naturel entre eux. Et nous? Où en sommes-nous, Lucie? La question qu'elle redoutait et espérait à la fois. Lucie contempla leurs mains entrelacées, cherchant les mots justes. « Je ne sais pas », avoua-t-elle. « Je vous aime, Luc, c'est indéniable, mais j'aime encore Théo aussi. Je ne vous demande pas d'oublier Théo, je ne veux pas prendre sa place. Alors quelle place voulez-vous » Luc réfléchit longuement avant de répondre. « Celle que vous voudrez bien me donner, ami, compagnon, père pour Clara, je m'adapterai, et si je ne peux jamais vous aimer comme j'ai aimé Théo, alors vous m'aimerez comme on aime Luc, différemment, mais sincèrement. » Cette réponse toucha Lucie en plein cœur. Tant d'hommes auraient exigé d'être le seul, l'unique, effaçant le passé pour régner sur le présent. Luc acceptait de partager son cœur avec un fantôme. « Il y a autre chose », continua-t-il. « J'ai parlé avec l'avocat de Clara. Légalement, elle est ma nièce. Si vous acceptez, j'aimerais la reconnaître officiellement, lui donner mon nom, Luc. Pas pour vous contraindre à quoi que ce soit, juste pour qu'elle ait une famille, des racines. Elle a le droit de porter le nom de son père. » Lucie sentit les larmes lui monter aux yeux. « Clara Masson, ça sonne bien. Et Clara Masson-Dubois, ça sonne encore mieux, » proposa Luc avec un sourire tendre. « Vous pensez à tout. » « J'essaie. » Il caressa sa joue humide. « Alors, vous acceptez qu'on forme une famille un peu particulière. 2 parents qui s'aiment, un père absent mais présent dans nos cœurs. Et une petite fille qui mérite tout le bonheur du monde. » Maman, Luc, Clara débarqua en trombe, interrompant leur moment d'intimité. « On peut aller au parc, il fait beau. »« Bien sûr, princesse, » répondit Luc en se levant. « Mais d'abord, ta maman et moi, nous avons quelque chose à te dire. » Clara s'assit sagement. Intriguée par le ton solennel, « Ma chérie, » commença Lucie, « comment te sentirais-tu si Luc devenait officiellement ton oncle? Pas seulement le frère de papa, mais vraiment ton oncle sur les papiers ?» Les yeux de Clara s'illuminèrent. « Pour de vrai, avec mon nom et tout. Avec ton nom et tout. » confirma Luc. « Et on habiterait ensemble. Si ta maman est d'accord, oui, on formerait une vraie famille. » Clara se jeta alternativement dans les bras de sa mère et de Luc. « C'est le plus beau jour de ma vie. Attendez, je vais faire un nouveau dessin. » Elle repartit en courant, laissant les adultes seuls. « Je crois que c'est oui, » dit Lucie en riant. « Et de votre côté ?» Lucie regarda cet homme qui avait bouleversé sa vie, sacrifié la sienne pour faire triompher la justice, et qui maintenant lui offrait un avenir sans exiger qu'elle renonce à son passé. « Oui, » murmura-t-elle. « C'est oui pour tout. » Luc la prit dans ses bras et l'embrassa tendrement. Ce baiser avait un goût de promesse et de nouveaux commencements. Quelques mois plus tard, ils se marièrent dans l'intimité, entourés de Madame Rousseau, de Sophie Marchand devenue amie, et de quelques proches. Clara, radieuse dans sa robe de demoiselle d'honneur, porta les alliances au moment de l'échange des vœux. Lucie ajouta une phrase qui bouleversa l'assistance. « Je prends pour époux Luc Masson, frère de l'homme que j'ai aimé, père du cœur de ma fille, et homme qui m'a appris qu'on peut aimer 2 fois dans une vie. » Luc répondit. « Je prends pour épouse Lucie Dubois, qui m'a montré le chemin de la rédemption et m'a donné une famille, ce soir-là. » Dans leur maison de Bellecour achetée avec l'argent de la vente de l'appartement de Luc, ils regardèrent Clara dormir paisiblement. « Elle ressemble à Théo quand elle dort, » murmura Luc. « Elle a vos yeux quand elle rit, » répondit Lucie. Ils restèrent silencieux, unis dans cette veillée particulière. Quelque part dans l'ombre, ils sentaient la présence bienveillante de Théo, qui approuvait leur bonheur. La vengeance avait cédé la place à la justice, la haine à l'amour, et 3 cœurs meurtris avaient appris qu'il était possible de reconstruire sur les ruines du passé. L'histoire de Lucie Dubois se terminait, celle de la famille Masson-Dubois pouvait commencer.